Bruno Fernandes a marqué un superbe but contre l'Écosse en Ligue des Nations. Je crois que c'est le premier but de l'égalisation. Encore une inspiration géniale. C'est un ballon qui arrive sur le côté gauche et en un toucher de balle, je crois que le pied gauche, il arme une frappe. C'est une spéciale Bruno Fernandes. C'est-à-dire que il est très dans l'instinct, dans le coup de génie comme ça. Ça, c'est tout Bruno Fernandes. Mais avec Bruno Fernandes, notamment avec Manchester United, on a l'impression parfois que c'est un problème. La question peut se poser. Bruno est-il un problème pour Manchester United? Et en fait, je réfléchis beaucoup à ce sujet parce que depuis le début de saison, il n'est plus aussi flamboyant entre guillemets qu'avant. Bruno est moins flamboyant qu'avant. Et je me dis, c'est quoi le problème? Il vient d'avoir 30 ans, est-ce qu'il vieillit? Est-ce qu'il est désormais plus prévisible? Est-ce que les défenseurs le connaissent mieux? Enfin, les adversaires le connaissent mieux? Quel est le souci avec Bruno Fernandes? Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait trois principaux problèmes avec Bruno Fernandes et que c'est pas fondamentalement le fait qu'il vieillisse ou que les adversaires le connaissent mieux. Alors, je vais vous présenter les trois problèmes et pour moi, il y a peut-être deux solutions pour gérer ce problème. Alors, le premier problème de Bruno, c'est que il n'est pas le joueur qu'il pense être ou il n'est pas le joueur que nous, on pense qu'il est. Attention, quand je dis ça, pour moi, Bruno Fernandes est un top player. Est un top player, en général, de son équipe nationale, de Manchester United et en première ligue. Ce n'est pas le sujet et même les stats parlent pour lui. Quand je dis qu'il n'est pas le joueur qu'il pense être ou que nous, on pense être, c'est que finalement, Bruno, on le compare souvent par exemple à Kevin De Bruyne ou à Odegaard à Arsenal. Et en réalité, Bruno Fernandes, comme je disais en introduction, c'est plutôt un joueur d'intuition, de spontanéité. Alors que, par exemple, Odegaard, ou peut-être dans une moindre mesure, Kevin De Bruyne, ce sont des joueurs qui peuvent avancer avec le ballon, sous pression, le garder techniquement, et jouer dans des espaces courts. Et moins jouer sur les ballons longs. Et c'est pour ça que d'ailleurs que quand Ten Hag est arrivé, il voulait tellement Frenkie de Jong. Et Bruno Fernandes n'est pas un Frenkie de Jong. Je parle dans le style de jeu. Ce sont peut-être des joueurs, je parle de Odegaard, Kevin De Bruyne, Frenkie de Jong par exemple, des joueurs qui ont le même poste, entre guillemets, le même rôle sur un terrain, mais ils n'ont pas la même manière de le faire. D'accord? Frenkie de Jong, Odegaard sont des joueurs qui peuvent garder un ballon. Techniquement, qui ont des appuis courts, qui peuvent garder un ballon, qui peuvent un peu dribbler, et sous pression, garder le ballon. Bruno Fernandes, sous pression, c'est pas un joueur techniquement qui a cette faculté-là, de garder le ballon, comme Modric, comme Odegaard. C'est pas son style de jeu, en réalité. Lui, c'est plutôt un joueur sur une touche de balle, sur un ballon long, sur une intuition très rapide, avec une superbe vision du jeu, peut libérer son équipe, peut trouver une passe géniale ou une frappe géniale d'ailleurs. C'est plutôt ça. Et c'est pour ça que je pense que Ten Hag avait raison quand il voulait acheter Frenkie de Jong, associer un joueur comme Frenkie de Jong devant la défense avec un Bruno beaucoup plus offensif qui lui est capable de marquer des buts avec des inspirations géniales, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un problème et peut-être que lui pense qu'il est ce joueur complet qui est capable de faire. Non, Bruno, tu ne l'es pas. Et c'est pas pour ça qu'on t'aime pas. Mais il faut que tu le saches. Et nous aussi, supporters mancuniens et observateurs, on doit le savoir. Bruno a un style de jeu particulier, qui n'est pas forcément celui d'un 10 technique, qui garde le ballon, etc., qui peut ralentir le tempo facilement et garder le ballon et sous pression, nous faire conserver le ballon pendant 10, 20 secondes et nous libérer. Non, c'est un joueur sur une passe, sur un trait de génie, passe longue, passe courte, ou frappe, peut nous libérer. Ça, c'est le premier problème. Donc, Bruno se trompe et nous, on se trompe. Le deuxième souci avec Bruno Fernandes, c'est qu'il a un très gros volume de jeu. Et là, vous me dites, en quoi c'est un problème? Il a un très gros volume de jeu. C'est très bien. C'est très bien. Sauf que, notamment dans une équipe totalement chamboulée comme Manchester United, il est au four et au moulin. D'ailleurs, je crois que sur les statistiques, dans le staff de Manchester United, je crois que c'est celui qui a le plus gros coffre. Ils ont fait des stats avec tout ce qui est toutes les technologies, mais désormais aux entraînements. Et je crois que Bruno Fernandes est dans le top 2. Les joueurs qui ont plus de coffres, de volume de jeu, qui ont plus d'activité sur un terrain. Et cette activité-là, d'ailleurs, il a même une activité nerveuse, hein, puisque il est connu pour parler beaucoup avec les adversaires, avec les arbitres, et donc il a une certaine en fait nervosité. Et d'ailleurs, ce qui lui
ce qui suscite une certaine inimitié de la part des adversaires, des supporters adverses, et même également des supporters mancuniens. Cette espèce, voilà, ce côté, en fait, à fleur de peau. Il a une très grosse activité physique, et le problème, c'est qu'il fait des pressings, personne ne le suit, il fait des courses, des fois, pour revenir défendre, et cette activité un peu, on va dire, erratique. D'ailleurs, il a un jeu assez erratique, en fait. Il a des traits de génie, il tire de loin, il a des passeurs géniales, des relances longues, superbes. Et même dans ses défenses, il est totalement erratique parfois. Et ce volume de jeu, en fait, le fait perdre de la lucidité à la fois dans les derniers instants, donc dans les passes qu'il peut faire, même s'il est génial dans ses passes, ou dans ses actions défensives. Et donc, il perd aussi en influx nerveux et physique, et il peut parfois manquer de précision sur les passes qu'il réalise facilement normalement. En fin de match, il peut perdre en fait cette lucidité. On l'a vu beaucoup de fois le faire, notamment en fin d'année de saison dernière, et en début d'année. Sur les passes faciles. Il n'est pas habitué à ça. Et je pense que ce problème, en fait, c'est le même problème qu'a Jude Bellingham. Je ne dis pas que ce sont deux joueurs du même niveau. Je dis juste que les deux ont le même problème. Sauf que Jude Bellingham est aidé par quelque chose. Lui, il joue au Real Madrid. Déjà, entre guillemets, c'est plus simple. Et de deux, il a plus cette capacité technique à pouvoir garder le ballon. D'accord? Ce qui fait que, même s'il est moins bon sur les ballons longs, sur les passes géniales d'un coup qui sortent, Bellingham se débrouille beaucoup mieux, et physiquement, même en plus, il est un peu plus grand. Il y a ce côté amplitude qui lui permet, lui, et même avec des meilleurs joueurs autour de lui, ça lui permet aussi de pouvoir être cadré. Il y a Modric à côté de lui, t'as du Tchouaméni, c'est des joueurs, voilà. T'as du Vinicius, tu sais que même si t'es fatigué, tu leur passes le ballon, ils vont la garder, et toi tu peux te reposer. Alors que Bruno, il fait tout ça, il passe le ballon à Rashford, il va en touche. Ah ouais, Marcus. Ou Garnacho, il provoque, il se fait prendre le ballon. Ou Zirkzee, il met une tête, bon, enfin bref. Personne ne sait garder le ballon, et c'est compliqué. Et donc, tous ces efforts autour de lui, il y a Casemiro qui est censé, en fait, le protéger, mais parfois c'est compliqué, et Kobe, qui doit être ce joueur qui contrôle le maîtrise du ballon, le fait, mais pour l'instant, il est trop jeune, et doit avoir un peu plus d'expérience pour, fluidifier ses relations avec Bruno, et qu'ils se comprennent. D'ailleurs, Bruno doit également être cadré par le staff technique, et Eric Ten Hag notamment, sur des fois ces espèces de moments où il en fait beaucoup trop. Même si on en a besoin parfois, ça nous sauve. Donc voilà, ce volume de jeu parfois qui peut être compliqué, qui nous sert, dans des moments comme ça, mais qui le dessert à grande échelle, parce que ça lui fait perdre de l'influx nerveux, de la lucidité dans certains gestes. Et le troisième point, le troisième problème avec Bruno Fernandes, c'est qu'en réalité, c'est notre meilleur joueur. Oui, c'est notre meilleur joueur. Et c'est un problème. C'est un problème parce que, en réalité, j'aime bien dire en réalité, c'est un problème parce que c'est notre meilleur joueur, et d'une, comme j'ai dit dans le premier problème, c'est qu'il se prend pour un joueur qu'il n'est pas, peut-être. De deux, comme j'ai dit, il a ce volume de jeu, et donc notre meilleur joueur s'use. Il s'use à faire des choses qu'il ne doit pas faire, ou il n'est pas suivi, ou personne n'a le même rythme que lui. Et donc là, en plus, avec ce volume de jeu, il peut faire tellement de choses. Bruno, il peut défendre, peut attaquer, peut marquer, peut faire des relances longues, courtes, que Eric Ten Hag, du coup, des fois, le met dans n'importe quelle position. On l'a déjà vu, même sur le chien, on le faisait. On le mettait ailier droit, ailier gauche, attaquant, avant-centre. Il avait beaucoup joué avant-centre en début de saison. Et donc, il est dans plusieurs positions, et donc on perd. Lui aussi se perd un tout petit peu là-dedans. Et notre meilleur joueur se perd, c'est gravissime. Marcus Rashford s'est perdu tout seul. On n'en a rien à faire. Le gars se perd tout seul. Alors que Bruno, on le perd lui-même. Et c'est notre meilleur joueur. Et là, ça cause un vrai problème. Un vrai problème. Du coup, moi, j'ai peut-être deux solutions pour récupérer notre Bruno. Deux solutions qui sont en fait des demi-solutions. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme je disais, Bruno Fernandes est un joueur un peu erratique, qui a besoin de fluidifier le jeu, rapidité aussi, qui a besoin de ne pas être dos au but. Il a besoin vraiment pour exprimer sa créativité, être assez libre et avoir un champ des possibles assez large. Et donc, c'est pas le joueur qui contrôle le jeu, le rythme, le tempo comme ça, comme un Rodri, etc. D'ailleurs, au Portugal, c'est pas lui, c'est Vitinha, et tant mieux pour le Portugal, c'est Vitinha, et c'est parce que pour moi, c'est le meilleur rôle pour Bruno. Vitinha qui contrôle, qui fait des passes courtes, Bruno qui est plus dans l'accélération d'un coup dans le jeu, ou dans la projection dans la surface de réparation pour mettre une super frappe ou un centre en une touche de balle. Ça, c'est au Portugal, ils l'ont bien compris. Même si dans le moment où le Portugal domine, c'est-à-dire que les équipes sont très basses, Bruno est moins influent forcément, beaucoup moins influent.
Première solution, on met Bruno à la Pirlo. J'ai bien dit Pirlo. C'est-à-dire que on protège Bruno Fernandes avec Ugarte et à côté Mainoo, et que comme ça, devant la défense avec Ugarte a plutôt un boulot de défense et de passe courte, et de défendre Bruno. C'est-à-dire qu'il clean le truc pour Bruno. Bruno peut avoir le ballon et avoir un champ des possibles, être face au but et faire des relances très longues. Pour ça, il faudrait avoir des ailiers très vifs, très contre-attaquants, comme on l'avait un peu dans la mode Solskjaer. Un peu ce côté Solskjaer et qui plus est à l'ère de Ferguson, où les Rooney, les Ronaldo, Giggs, Nani se projetaient à des vitesses incroyables et aussi avec la faculté technique de pouvoir contrôler, faire une passe rapide et se projeter. Et Bruno adore ça, quand Rashford se projetait, quand Rashford était à son prime, Rashford se projetait très rapidement, Bruno pouvait faire des passes de 30 mètres formidables dans la profondeur, et il en fait encore. Et s'il est devant la défense, avec une équipe qui se projette très rapidement, il est phénoménal, Bruno Fernandes. Le hic avec ça, c'est pour ça que c'est une demi-solution, c'est qu'en fait, on perd sa capacité de passe dans les derniers mètres, et aussi de buteur, parce que Bruno Fernandes est un formidable buteur, il marque énormément. Donc, on perdrait cette faculté, même s'il pourrait, avec son volume de jeu, son coffre, monter, et même il pourrait changer avec Kobe, qui serait un peu plus haut que lui, et donc notre numéro 8, Bruno, parfois montrer un peu plus que Mainoo, parce que aujourd'hui, Bruno est beaucoup plus décisif en termes de but et de passe que Kobe, et donc là, il pourrait faire quelque chose. Donc là, c'est une solution qui est pas mal, de le faire reculer, d'être vraiment protégé par Casemiro et Ugarte, et de définir vraiment Bruno comme étant ici. Et là, il faudrait le cadrer. Deuxième solution, c'est de le mettre plus haut. C'est-à-dire que, comme Bruno marque beaucoup de buts, c'est de jouer dans un système dans lequel il est très proche de l'attaquant et où il est protégé. Et là, on gagnerait sur sa capacité de pouvoir marquer n'importe quand, parce qu'il peut mettre des têtes, des frappes, ça on l'a compris. Et aussi sa capacité à faire des dernières passes. Parce qu'en réalité, sans lui, on a du mal à faire des très belles passes, des belles combinaisons aux abords de la surface. Lui peut le faire. Le problème avec ça, c'est que il va jouer souvent de haut but. Et donc il aura souvent aussi du pressing, parce on se rapproche de la surface adverse, beaucoup de pressing, et c'est pas un joueur qui garde facilement le ballon. Et donc là, il perdra peut-être beaucoup de ballons, même s'il est quand même technique. Hein. On perdra peut-être aussi sa capacité à faire les ballons, même s'il peut redescendre, bien entendu. Et dans notre fonctionnement aujourd'hui, c'est pas le cas. S'il est proche d'attaquant, c'est-à-dire qu'on a moins d'ailiers. Et quand on s'enfile le terrain, et donc il faut trouver un attaquant qui marque vraiment des buts. On peut penser qu'il puisse le faire avec un Rasmus Højlund et avec des ailiers qui défendent beaucoup, comme à l'époque en fait, comme des Ronaldo et des Giggs qui défendaient beaucoup. Donc on aurait un Rasmus Højlund, le Fernandes, donc quasiment un 4-4-2 avec des ailiers, Garnacho à gauche et Amal à droite, mais des ailiers qui à l'ancienne, hein, qui sont vraiment des milieux gauche et des milieux droite, donc qui défendent beaucoup. Il faut un coffre, il faut une rigueur. Et je pense que Amad et Garnacho sont beaucoup trop offensifs. Et défensivement, d'ailleurs, Amad n'est pas hyper confiant. C'est Garnacho un peu plus, mais c'est pas fou. Donc voilà les deux demi-solutions que j'ai. J'ai pas trouvé d'autres solutions mieux que ça. J'ai l'impression que la première est plus satisfaisante, étant donné le coffre de Bruno. Il pourrait quand même marquer des buts et se projeter s'il y a un bon échange avec Mainoo, et même si l'arrière gauche de Dalot ou Luke Shaw quand il revient rentre lui au milieu de terrain en phase offensive, ça libérerait peut-être un peu Bruno qui pourrait monter un peu plus, donc on aurait un milieu en plus, comme le font aujourd'hui toutes les équipes, hein, c'est Pep qui a mis ça en place, ou à droite ce serait Mazraoui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense pas que Bruno soit fini ou qu'il est en déclin, je pense que c'est juste un système et aussi une mentalité, aussi un cadre qu'on doit lui donner. Voilà sur notre fameux numéro 8 avant Southampton. Et on se galère avec la Ligue des Nations.